Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une lecture du jour numéro 2. Alors pour les nouveaux arrivants, il faut voir ça comme un mini un jour un manga. Je vais vous présenter 3 mangas différents. Une découverte manga, donc un tome 1. Une série que moi-même je suis en train de lire, donc un tome intermédiaire. Et puis le dernier tome paru d'une série en cours. Alors on commence tout de suite avec la découverte manga. J'ai décidé de vous présenter Last Hero Inuyashiki tome 1 de Hiroya Oku, auteur de Gantz, paru au Japon dans les éditions Kodansha en 2014 et par Kiyun en France en 2015. Tout d'abord, j'aimerais donner une mention spéciale à la couverture du manga, du moins pour la version française. Donc pour un collectionneur de cartes Pokémon, c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver avec un manga qui brille. On fait tout de suite l'allusion, et donc du coup, bravo à vous Kiyun. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Ichiro Inuyashiki. Alors on se rend compte que la vie ne l'a pas gâté. À seulement 58 ans, il ressemble à un vieillard. Il est méprisé par sa famille et surtout apprend au début du manga qu'il est atteint d'un cancer et qu'il lui reste seulement quelques jours à vivre. Mais un soir où il a décidé de tout abandonner, une navette extraterrestre le percute et il meurt sur le coup. On comprend alors que les extraterrestres effacent la trace de leur passage et reconstruisent le corps d'Inuyashiki. Devenu cyborg, il réalise alors que sa vie a complètement changé et qu'il peut en profiter pour faire le bien autour de lui. Tout d'abord, j'aimerais vous parler du style de l'auteur. Alors, il faut rappeler qu'il a commencé Last Hero Inuyashiki seulement un an après la fin de Gantz au Japon. Même s'il nous fournit un peu plus de détails grâce notamment au découpage de ses planches et surtout au dialogue, on reconnaît bien là quand même le style de l'auteur de Gantz. Pour comprendre, je vais vous rappeler les cours de 6e d'expression écrite. Vous aviez la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et la situation finale. Eh bien, je dirais qu'Hiroya Oku est passé maître dans l'élément perturbateur. Même si on comprend globalement ce qui se passe pendant la reconstruction du corps du vieil homme, ce n'est quand même pas dit explicitement et ça nous fait quand même pas mal penser à son fonctionnement dans le manga Gantz. Et en parlant de Gantz, il a laissé des petits clins d'œil de son précédent manga, histoire de ne pas oublier ses premiers fans. Et le thème de l'humanité est également assez présent dans ce premier tome. Lorsqu'il est humain, Inuyashiki perd peu à peu sa vitalité et je vous avoue que Hiroya Oku met le paquet pour provoquer chez nous de la pitié envers ce personnage. On a vraiment beaucoup de peine pour lui, mais du coup, il en profite pour nous montrer un personnage rempli d'émotions en réaction à tout ce qui lui arrive. En revanche, lorsqu'il revit, il retrouve sa vitalité et plus encore, mais perd sa capacité à éprouver des émotions, du moins au début. D'où les interrogations suivantes. Est-ce nos émotions ou la sensation de se sentir vivant qui nous rend humains ? La bonté ou l'entraide sont-ils des aspects uniquement humains? Vous voyez qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, c'est une très bonne pioche. Bonne pioche, carte holographique, t'as compris l'allusion? Si bien que je pense faire une vidéo un jour un manga dessus quand le manga sera terminé. Donc un très bon manga, une valeur sûre d'entrée. Si vous hésitez à le prendre, je vous le conseille, foncez. On continue avec le tome intermédiaire d'une série toujours en cours. Il s'agit du tome 3 de Yubelblatt de Ethologie Shiono, sorti en 2004 aux éditions Square Enix au Japon et en 2007 aux éditions Kiyun en France. Il s'agit d'un seinen dark fantasy. Alors tout d'abord, il s'agit du premier manga dark fantasy que je lis. Alors je dois vous avouer que j'ai un petit peu galéré au début avec le nom des personnages et la manière de raconter. Je pense que c'est propre au style et ça m'a un petit peu perturbé. Pour l'exemple, je vais vous mettre quelques noms de personnages qu'on rencontre dans le manga, vous allez voir. Ça pique les yeux même. En fin de compte, c'est un coup à prendre et l'histoire se resserre sur le protagoniste comme dans tous les mangas finalement. On suit un personnage du nom de Koinzel, c'est un semi-elfe dont on apprend qu'il s'appelait autrefois Ashrit et qu'il était un fier et puissant guerrier malgré son jeune âge. Cependant, une partie de ses compagnons appelés les 7 héros aujourd'hui ont décidé de s'attribuer tout le mérite lors d'une mission demandée à 14 guerriers élus. 3 d'entre eux sont morts en route et les 4 derniers sont appelés les lances de la trahison. Si vous m'avez suivi, vous comprenez que Ashrit, aujourd'hui Koinzel, est considéré comme une lance de la trahison, alors qu'il a en réalité lui-même été trahi par ses compagnons. 20 ans après et méconnaissable à cause de sa fusion avec un semi-elfe, Koinzel veut alors se venger de ses compagnons traîtres. L'histoire s'articule ensuite avec l'apparition d'autres personnages, comme un fidèle guerrier qui veut retrouver la princesse de son pays et la ramener auprès des siens,
la petite sœur de cette même princesse qui veut retrouver leur frère et la ramener également auprès des leurs, et d'autres personnages que Quinzel sauve au fil de ses nombreux combats. Et vous vous doutez bien qu'avec cette apparence, cette cicatrice sur le visage, et le fait qu'il soit issu maintenant d'une classe rare que sont les elfes, il doit être sacrément fort. Eh bien c'est tout à fait le cas, mais je vous en dis pas plus pour vous donner envie d'aller jeter un coup d'œil. Un bon dessin, un scénario qui aurait pu être simplifié mais qui s'apparente bien au genre en fin de compte, une injustice à laver comme quête ultime, bref, un manga qui se laisse lire sans problème. Attention, il s'agit d'un seinen, donc les scènes de combat sont assez violentes, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et pour moi, cette violence renforce l'hostilité interraciale qu'il existe dans cet univers, mais c'est un peu gratuit quand même parfois. Et pour finir, il existe un tome 0 sorti en même temps que le tome 1 et qui raconte le passé de Quinzel. Et on termine avec le dernier tome paru d'une série toujours en cours, vous avez bien fait de rester, il s'agit du tome 8 de Red Ice Sword, écrit par Takahiro et dessiné par Tetsuya Tashiro. Red Ice Sword est une série sortie au Japon en 2010 et éditée par Square Enix, et sortie en France en 2014, éditée par Kurokawa. Donc on va suivre un personnage du nom de Tatsumi qui, après avoir découvert le double visage de la capitale, décide d'intégrer un groupe d'assassins qui agit dans l'ombre, la nuit plus exactement, et qui a le dessein d'éradiquer le mal qui ronge l'Empire. Jusque-là, manga classique. Le mal est personnifié dans la personne du ministre, qui est un vil manipulateur et le dirigeant indirect du pays, ou de l'Empire. Il va recruter la plus puissante combattante de l'Empire, qui est Esdes, et va l'encourager à créer elle-même un groupe d'assassins pour contrecarrer les plans du Night Raid. Ce groupe d'assassins de l'Empire va s'appeler les Jaegers. Jusque-là, manga classique toujours. Attention à partir de maintenant, si vous n'avez pas lu les tomes 6, 7, 8, ça va spoiler, donc vous pouvez continuer la vidéo un petit peu plus tard pour rattraper le fil. Accrochez-vous. Au fil des chapitres, on va malheureusement assister à pas moins de 3 morts de membres du Night Raid contre 3 morts enfin de membres des Jaegers. Sans compter les 3 Bourroscotaires et les 3 Rakshasa du Kokenji pour ceux qui connaissent, qui sont là pour pimenter un peu le jeu, et c'est un prétexte pour faire des combats, pour dessiner un petit peu des combats, mettre de l'action. Et ça c'est original, c'est la première fois que je lis un manga de ce genre-là, donc action, aventure, où les deux camps qui s'affrontent sont de force égale à ce point. Et je parle d'une bataille serrée entre les Jaegers et le Night Raid depuis le début du tome 4, soit depuis 5 tomes. Et en mettant de côté le fait que 2 sœurs comme par hasard soient dans les camps opposés, je parle de Akame et Kurome. Akame, tiens voilà l'héroïne, elle a son nom dans le titre. Eh bien non, puisque le personnage principal est tantôt Tatsumi, tantôt Akame. Et ça c'est un bon point parce que du coup on suit ces deux personnages avec beaucoup d'intérêt. Et ce n'est pas fini. Esdes, qui est, je le rappelle, la chef des Jaegers, va tomber amoureuse de Tatsumi sans savoir qu'il appartient au Night Raid. Et Tatsumi va lui-même, du coup, passer un séjour avec les Jaegers, si bien qu'il va se demander s'ils sont réellement méchants ou bien tout simplement manipulés. Et si on ajoute à ça le nombre impressionnant de scènes de combat par tome, on obtient un très bon manga. Bon, le manga n'a pas la prétention de donner un message de fond ou une morale, il se prend pas la tête. Enfin si pour l'instant on pourrait retenir 2 grandes idées, la première qu'il ne faut jamais se fier aux apparences, et la deuxième, l'idée que le monde n'est jamais soit tout blanc, soit tout noir, le yin-yang, tout ça, bref, tu connais. En conclusion, c'est un très bon divertissement que je vous encourage à vous procurer. Une série animée est sortie et couvre justement les 8 premiers tomes de la série. Voilà pour ce lecture du jour 2, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces 3 mangas. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo manga. Portez-vous bien, salut!